Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'INRS. Je suis Marie Boisserolles, juriste au sein de l'INRS et nous nous retrouvons cet après-midi pour parler de l'accueil des salariés intérimaires en entreprise. Tout d'abord, je tenais à vous remercier puisque vous étiez nombreux à être inscrits à ce webinaire, plus de 2000 au dernier décompte qui m'a été transmis et j'en suis ravie. Vous avez à votre disposition pendant toute la durée de la présentation un chat sur lequel je vous invite à poser vos questions. Une équipe de modérateurs que je remercie se chargera de répondre à certaines d'entre elles et me transmettra quelques-unes de vos questions sur lesquelles on reviendra en fin de présentation pour un temps de questions de réponse. Le webinaire, la présentation durera une quarantaine de minutes et puis ensuite on gardera ce temps d'échange à la fin. On peut maintenant passer à la présentation de l'accueil d'un webinaire, obligations réglementaires et bonnes pratiques de prévention. L'idée de cette présentation, c'était de vous la faire de manière un peu chronologique. L'idée étant que la question des risques professionnels auxquels sont exposés les intérimaires en entreprise ne doit pas commencer à être pensée au moment où les intérimaires démarrent dans l'entreprise le jour du début de la mission. Vous allez voir pendant toute cette présentation qu'en fait les choses doivent être pensées en amont et parfois même très en amont du démarrage de la mission pour que le jour où l'intérimaire arrive au sein de l'entreprise utilisatrice, tout ait été mis en place pour que ça se déroule au mieux pour lui et que la mission se passe dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Donc, on va commencer en parlant de l'anticipation du recours à l'intérim, c'est-à-dire qu'on sera dans une situation dans laquelle l'entreprise utilisatrice n'a pas encore finalement de besoin de salariés intérimaires, mais elle sait que ça arrivera un jour parce que ça lui est déjà arrivé ou parce que son activité fait que ça peut lui arriver et elle le sait. Ensuite, on verra ce qu'il est important de faire lorsque on arrive justement dans un moment où on a besoin, pour des raisons diverses et variées, d'avoir recours à un intérimaire. Et là, on verra que c'est pareil. Dès le moment où le besoin apparaît, il y a des choses à mettre en place qui sont parfois des obligations, parfois des bonnes pratiques de prévention, mais dans tous les cas, il faudra faire des choses. Et puis ensuite, on verra l'accueil le jour J dans l'entreprise utilisatrice. Et puis, on ira jusqu'à la fin de la mission parce que c'est pas parce que la mission s'est terminée que tout s'arrête et qu'on n'a plus de choses à penser en termes de prévention des risques professionnels. Pour commencer, tout d'abord, l'intérim, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'intérim, c'est une forme d'emploi qui est organisée par le Code du travail, qui est assez réglementée et qui a la spécificité qu'elle fait apparaître une relation de travail avec trois parties. En général, dans une relation de travail, on a un salarié et un employeur. Là, dans notre cas, on a deux entreprises et un salarié. Les deux entreprises, c'est donc l'entreprise utilisatrice, qui est l'entreprise qui a besoin, à un moment donné, d'avoir recours à un salarié intérimaire. Et la deuxième entreprise, c'est l'entreprise de travail temporaire ou agence d'emploi, qui va être l'intermédiaire et donc mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice un salarié intérimaire qu'elle va recruter. Cette relation d'emploi, elle se concrétise d'un point de vue contractuel par l'établissement de deux contrats, un contrat de mission avec l'intérimaire qui est l'équivalent d'un contrat de travail et un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice qui est un contrat plus commercial et contractuel entre les deux entreprises. En matière de chiffres, quand on parle d'intérim, de quoi on parle en termes de volume ? En 2023, en France, on avait quand même 3 millions de salariés qui ont été intérimaires au moins un jour dans l'année, ce qui fait quand même pas mal de monde, et ça représentait 20 millions de contrats de mise à disposition conclus sur l'année. Donc on voit que ça concerne quand même beaucoup de personnes. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la question des intérimaires et des risques professionnels auxquels ils sont exposés ? Parce que les chiffres sont relativement clairs et malheureusement assez stables. Les intérimaires sont surreprésentés dans les chiffres de la sinistralité. Ils sont exposés en moyenne avec des taux de fréquence et des taux de gravité qui sont quasiment 2 fois plus élevés que les salariés permanents des entreprises utilisatrices en CDI. Maintenant qu'on a fait ces constats, donc nos deux entreprises,
les chiffres et le pourquoi on est là aujourd'hui pour en parler, on va se placer au tout début, c'est-à-dire qu'on est par exemple une entreprise utilisatrice et on a eu recours il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années à des intérimaires parce qu'on avait des salariés absents, parce qu'on avait un accroissement temporaire d'activité, parce qu'on a une activité par exemple qui est une activité en saison qui fait que du coup, par moment on a des pics et qu'il faut bien pallier ces pics et que parfois le CDI n'est pas la manière la plus facile pour le faire, alors on sait qu'on a recours à de l'intérim. Quand on a eu recours à des intérimaires, à un moment donné, il va falloir se poser la question, dans un moment où il n'y a pas encore d'urgence à recevoir un intérimaire, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que je mets en place dans mon entreprise et qu'est-ce que je pense et qui améliorera les conditions de travail et la santé et la sécurité des intérimaires le jour où j'aurai besoin qu'ils viennent et qu'ils réalisent une mission dans mon entreprise. Donc là, on est vraiment en amont, en dehors de toute situation d'urgence. En dehors de toute situation d'urgence, donc, l'entreprise utilisatrice, elle a, pour ses salariés à elle le sait en général, une obligation qui est faite par le Code du travail d'évaluer les risques professionnels et de les transcrire dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, que j'appellerai peut-être DU par la suite. Ce document, donc, il recense les risques présents dans l'entreprise, et il recense les personnes qui sont concernées, et puis il recense ensuite les actions qui sont mises en place par l'entreprise pour pallier au mieux ces risques et faire en sorte qu'ils soient le moins dangereux pour les salariés qui y sont exposés. Les intérimaires, en fait, sont pas visés par le Code du travail par une disposition spécifique qui permettrait de dire, pour les intérimaires, ça se passe précisément comme ça. Ce qui veut dire que si on appliquait les textes à la lettre, les intérimaires devraient apparaître dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise de travail temporaire, puisque c'est elle qui est l'employeur du salarié intérimaire. Pour autant, d'un point de vue de la pratique, c'est tout à fait impossible pour une entreprise de travail temporaire d'avoir dans son DU les salariés intérimaires, puisque par principe, ces salariés sont amenés à travailler dans des entreprises utilisatrices différentes. Donc, dans la pratique, les intérimaires, on ne peut pas les laisser dans la nature, ils ne peuvent pas apparaître nulle part, et il semble relativement évident et surtout important que l'entreprise utilisatrice, qui a recours à de l'intérim de manière régulière ou même occasionnelle, mais en tout cas que l'entreprise utilisatrice fasse apparaître la situation de travail de ses salariés qui, à un moment donné, vont être occupés dans ces locaux à effectuer une mission. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? En pratique, ça veut dire que vous allez avoir deux possibilités parmi d'autres, mais en tout cas, là, je vous donne l'exemple de deux possibilités de faire apparaître les intérimaires dans votre document unique en tant qu'entreprise utilisatrice. Un, vous avez des postes et des risques identifiés sur lesquels vous savez que régulièrement, vous avez des salariés intérimaires. Vous avez vos CDI, mais sur tel poste, sur ce poste de manutentionnaire, par exemple, régulièrement dans l'année, je fais appel à des salariés intérimaires. Il faut que vous les mentionnez comme étant des personnels concernés par ce risque-là. Et donc, tout ce que vous avez mis en place au titre de la prévention de ce risque-là, et que vous appliquez à votre salarié en CDI, vous devez également l'appliquer au salarié intérimaire qui vient, même si c'est uniquement pour une journée. La deuxième chose et la deuxième façon dont peuvent apparaître les intérimaires dans les DU des entreprises utilisatrices, c'est le fait aussi que finalement, ils sont exposés à des risques propres qui sont liés finalement à leur statut d'intérimaire. Et notamment, c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres en fonction de la structure de l'entreprise, mais notamment les risques liés à la méconnaissance de l'entreprise dans laquelle ils viennent. On sait que le statut de nouvel embauché dans une entreprise, c'est un statut qui fait qu'on est un peu plus à risque que les autres salariés. Donc le statut d'intérimaire, par définition, comme il est presque finalement tout le temps un nouvel embauché, alors effectivement, il est soumis à ce risque-là, pour lequel les CDI potentiellement sont moins concernés. En action de prévention, quelques exemples de choses qui peuvent être mises en place, c'est par exemple une procédure d'accueil spécifique, c'est la mise en place d'un tutorat, c'est la procédure d'évaluation des compétences des salariés intérimaires qu'on nous envoie, etc. Et ça, on en reparlera après.
Deuxième chose, du côté de l'entreprise utilisatrice. Donc là, on a bien dit qu'on était en amont de tout recours à un intérimaire. On a une obligation qui est faite par le Code du travail, qui est qu'une entreprise, dès lors qu'elle a recours à des intérimaires ou, je le précise même si c'est pas notre sujet du jour, à des contrats à durée déterminée, des CDD, l'entreprise doit établir une liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité. C'est une obligation. Cette liste, elle est établie après avis du médecin du travail et du CSE quand il y en a un. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Et puisqu'elle est établie avec l'avis du médecin du travail et du CSE, l'évidence, mais parfois il est bon de le rappeler, c'est qu'effectivement, elle est forcément faite en amont de tout recours à l'intérim. Sinon, vous n'avez pas le temps de consulter votre CSE sur votre liste ou votre médecin du travail. Donc cette liste-là, elle doit être faite dès lors que vous avez fait appel une fois à un salarié intérimaire, il faut que vous ayez établi cette liste. Alors on pourrait se dire, oui, mais moi j'ai pas de liste, j'ai pas de poste à risque particulier, donc finalement c'est pour ça que j'ai pas fait de liste. Eh ben, on nous dit aussi que quand aucun poste dans l'entreprise n'a été identifié comme présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, alors il faut faire un état néant. Donc, vous êtes censé avoir une liste des postes à risque avec un état néant que vous transmettez pour avis au médecin du travail et au CSE et que vous tenez de la même façon à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'on met sur cette liste des postes à risque? Parce que c'est la question pratico-pratique qui se cache derrière et qui parfois peut poser souci. Alors là, par contre, il n'y a pas de disposition dans le Code du travail parce qu'en fait, ça va être en fonction de chacune des entreprises. C'est comme il n'y a pas de modèle de document unique d'évaluation des risques, il n'y a pas de liste préétablie des postes à risque particuliers. Chaque entreprise doit évaluer en fonction de ce à quoi elle expose elle. Mais on a une circulaire de 1990, dont vous avez la référence sur le slide, qui nous donne quand même quelques indications sur ce qui devrait être sur cette liste. Alors, il y a les postes assez classiques qui sont communément admis comme dangereux, nécessitant une certaine qualification, les postes qui nécessitent l'utilisation de machines dangereuses, etc. Ceux qui exposent à certains risques chimiques, travail en hauteur, des bruits, des vibrations, à des niveaux qui sont relativement élevés. Et puis les postes qui nécessitent des formations particulières, par exemple les postes qui nécessitent, qui ont de la conduite d'engin, où il y a des réglementations qui prévoient des formations. Bon, ces postes-là, de manière assez classique, ils doivent apparaître sur la liste des postes à risque particulier. Là où il faut faire attention, c'est que la circulaire, elle va plus loin que ce qui pourrait sembler être l'évidence, c'est-à-dire ces trois types de postes, c'est qu'elle nous dit aussi que les postes de travail étant à l'origine d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'incidents répétés, doivent aussi apparaître sur cette liste des postes à risque particulier. C'est-à-dire que je peux être dans une entreprise dans laquelle, sur le papier, mon poste, il n'est pas spécialement dangereux, je n'utilise pas de machine, je ne conduis pas d'engin, priori, il n'y a pas de risque. Sauf que dans mon entreprise, bizarrement, sur ces postes-là, il y a quand même beaucoup d'accidents. Et ben, s'il y a beaucoup d'accidents de mes salariés permanents à moi en CDI, il faut partir dans l'idée que si mes permanents sont exposés, mes intérimaires, ils vont l'être encore plus parce qu'ils connaissent pas la maison, ils connaissent pas l'entreprise, ils connaissent pas les gestes à opérer, même si on va leur montrer. Et donc, forcément, c'est des postes à risque particulier pour eux. Évidemment aussi que si on a des postes pour lesquels, pour nos salariés permanents, on identifie qu'ils nécessitent d'être vus par les médecins du travail en suivi individuel renforcé, alors ça veut dire que d'une certaine manière, il y a un risque puisqu'on demande à ce que nos salariés permanents soient vus en suivi renforcé. Dans ces cas-là, évidemment que pour les intérimaires, c'est des postes à risque particulier. Donc voilà déjà pour les typologies de postes qui doivent apparaître sur cette liste. Dernière chose qui devra être pensée et qui pourra être pensée en amont, parce que vous verrez aussi que ça facilite quand même grandement les choses
pour la suite de notre déroulé finalement temporel, qui va jusqu'à l'accueil de l'intérimaire, on essaie d'avoir en place une procédure d'accueil des salariés intérimaires. Alors, il n'y a pas de règle spécifique dans le Code du travail qui nous dit, il n'y a pas un article qui nous dit que ça doit être fait. Mais le fait est que d'avoir mis en place une procédure en amont qui a été pensée dans des conditions qui ne soient pas de l'urgence, ça permet, le jour où on est dans l'urgence, parce qu'on a un remplacement du jour pour le lendemain, d'accueillir l'intérimaire dans de bonnes conditions et d'avoir finalement une espèce de checklist de choses qu'on va vérifier et qui va permettre que les choses se passent bien ensuite pour lui pendant la mission. La procédure d'accueil des salariés intérimaires, je vous mets quelques exemples, mais vraiment c'est en fonction de chaque entreprise, ça va être différent. Mais on pourra avoir dans les grands classiques la désignation d'un référent pour accueillir les salariés intérimaires. On va pouvoir avoir une procédure d'évaluation des compétences, la mise en place d'un tutorat, etc. Et ensuite, on peut envisager plein d'autres choses en fonction de sa structure. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Si c'est nécessaire, je m'arrêterai en cours de route pour en prendre si certains slides vous posent question. Mais là, on va passer à l'entreprise de travail temporaire. Parce que l'entreprise de travail temporaire, on pourrait se dire que finalement, elle n'intervient qu'au moment où l'entreprise utilisatrice lui demande la fourniture, entre guillemets, d'un salarié. Et qu'avant ça, finalement, elle n'a rien à faire puisqu'elle n'a pas de travail, puisque le principe même de l'entreprise de travail temporaire, c'est que son emploi, son job, c'est de mettre à la disposition des entreprises utilisatrices des salariés intérimaires. Mais pour autant, c'est pas tout à fait le cas. Et notamment sur la question de la santé et de la sécurité des intérimaires, un accord de branche qui a été conclu en 2017 et qui a été étendu, donc c'est-à-dire qu'il est applicable à l'ensemble des entreprises de travail temporaire, est venu poser quelques règles sur justement ce que doivent faire les entreprises de travail temporaire pour la santé et la sécurité de leurs intérimaires. Et la première chose, c'est que les agences d'emploi, les entreprises de travail temporaire, doivent avoir formé leurs salariés permanents à la santé et la sécurité des salariés intérimaires. Cette formation, elle a plusieurs objectifs. Elle doit permettre aux salariés permanents des agences d'emploi, donc les consultants, les directeurs d'agence, leur nom varie en fonction des structures, mais c'est l'idée. Ces salariés, ils doivent être capables d'obtenir auprès de leurs clients, donc des entreprises utilisatrices, les informations nécessaires à l'établissement d'un contrat de travail et notamment les informations qui ont attrait à la santé et à la sécurité. Ils doivent être en mesure de donner les bonnes informations aux intérimaires et ou de solliciter les formations qui seront nécessaires pour ensuite les envoyer en mission dans les entreprises. Ils devront être capables d'assurer un suivi et un bilan de la mission réalisée par leur intérimaire. Et puis, ils doivent être capables aussi de suivre, de traiter les accidents du travail, de savoir faire une analyse d'accidents du travail pour pouvoir tirer les conséquences des accidents quand il y en a eu. Cette formation, sa durée n'est pas prévue par l'accord. Le référentiel donc de la formation, il est mentionné en annexe de l'accord, mais sa durée n'est pas prévue. Ce que nous dit l'accord, c'est que les agences d'emploi se rapprochent de leur CARSAT, de leur caisse d'assurance retraite accident du travail régional, pour faire valider leur programme de formation. Et ensuite, ces formations, elles sont délivrées soit par des organismes externes, soit en interne par les agences d'emploi quand elles ont des services formation suffisamment étayés. L'autre chose intéressante dont nous parle cet accord, c'est la question des visites de poste. Là, c'est pareil, on est toujours dans un temps où on n'a pas d'urgence ni à avoir un intérimaire, ni à en recruter un pour le déléguer. On a le temps à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est intéressant de mettre en pratique ? Eh ben, des visites de poste chez des entreprises utilisatrices, chez des clients, donc pour les agences de travail temporaire, avec lesquels on a l'habitude de travailler, chez qui on a l'habitude de déléguer des intérimaires. Eh ben, c'est quand même bien qu'un salarié permanent se déplace dans l'entreprise, aille voir comment ça se passe en pratique, fasse un tour des postes de travail, analyse un peu comment ça va se passer, parce que ça va leur permettre, ces visites de poste, de mieux connaître l'environnement de travail de l'intérimaire
Et donc, comme elle connaît mieux l'environnement de travail, elle pourra lui donner à l'intérimaire qu'elle va ensuite déléguer dans cette entreprise les bonnes informations parce qu'elle y aura été, donc elle saura. Et puis, ça lui permettra aussi de recruter l'intérimaire le plus à même d'effectuer sa mission en sécurité. C'est-à-dire que si elle sait comment ça fonctionne, elle sait que tel intérimaire, il n'a pas exactement la compétence pour pouvoir travailler dans cette entreprise, alors que celui-là sera plus compétent et ça se passera mieux. Donc, c'est important de réaliser ces visites de poste. Ces visites de poste, c'est pas une obligation, c'est une recommandation qui est faite par l'article 14 de l'accord de branche. En revanche, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de faire apparaître dans les contrats cadres qui sont conclus entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices clientes, quand c'est régi par des contrats cadres, parce qu'on travaille souvent ensemble, et ben c'est bien de se poser ensemble et de se dire que 1, 2, 3 fois par an, ça chacun voit sa temporalité comme il le souhaite, mais on réalise des visites de poste. Voilà pour la première étape. Donc vraiment en amont, on est calme, il n'y a pas d'urgence. A priori, les choses se passent bien, mais on a déjà pu mettre en place des choses, des actions qui vont permettre d'être plus à l'aise pour la suite. Dans cette deuxième phase, on n'est plus dans la même temporalité. Là, on est dans le moment où l'entreprise utilisatrice, elle a besoin de recourir à un intérimaire. Et donc, elle va s'adresser à une agence d'emploi en lui disant, voilà, moi j'ai besoin d'un salarié sur un poste de manutentionnaire. Trouvez-moi quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, du côté de l'entreprise utilisatrice, avant finalement même de solliciter l'agence d'emploi, il y a 2 questions à se poser et une action essentielle à mener. La première question que l'entreprise utilisatrice doit se poser, c'est la mission pour laquelle j'ai besoin d'un intérimaire relève-t-elle du cadre réglementaire de l'intérim ? L'intérim, c'est une forme d'emploi qui est particulière, comme je le disais au début, qui est très encadrée par le Code du travail et à laquelle on ne peut recourir que dans certains cas extrêmement précis qui sont listés aux articles du Code du travail que vous voyez sur la slide. Première règle sur l'intérim ne doit jamais avoir pour objet de remplacer un poste qui serait pourvu de manière pérenne par l'entreprise utilisatrice. Pour faire simple, un intérimaire, ça ne remplace pas quelqu'un qui devrait être en CDI au sein de l'entreprise utilisatrice. Ça, c'est la première règle de base. Deuxième chose, il y a des cas dans lesquels il est interdit de recourir à l'intérim. Je ne vais pas tous les lister, mais sachez que, par exemple, il est interdit de recourir à l'intérim pour remplacer un salarié gréviste. Il est interdit de recourir à l'intérim pour recruter un médecin du travail. Et dans certains cas, il est interdit de recourir à l'intérim quand on a procédé à un licenciement économique pendant les 6 mois qui suivent ce licenciement économique. Donc, on a un grand principe, ça ne remplace pas un CDI, on a des cas d'interdiction, et ensuite, si tout se passe bien, si on répond bien à ces questions-là, on a des cas de recours. C'est-à-dire que j'ai pas d'interdiction, je peux. Mais je peux pour quelles raisons ? Le Code du travail, il nous dit qu'il y a des cas de recours précis. Les cas de recours, c'est pareil, je vais pas tous les donner parce qu'il y en a qui sont très spécifiques, mais les 2 principaux auxquels les entreprises utilisatrices font appel en général, c'est le remplacement du salarié absent, évidemment pas pour grève comme je viens de le dire, et l'accroissement temporaire d'activité, ce que je disais au début, quand on a une activité qui fluctue beaucoup au fil de l'année. Ça, c'est les 2 raisons principales du recours à l'intérim qui sont autorisées. C'est important de se poser cette question-là pour l'entreprise utilisatrice. Pourquoi ? Parce que la sanction en cas de mauvais cas de recours, c'est la requalification du contrat de l'intérimaire en CDI au sein de l'entreprise utilisatrice. Deuxième question, quand c'est bon, j'ai le droit de recourir à un intérimaire, tout va bien, c'est le poste pour lequel j'ai besoin d'un intérimaire, est-ce qu'il présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité ? Et puisque j'ai fait ma liste des postes à risque précédemment, est-ce qu'il apparaît sur cette liste des postes à risque particuliers ? Si oui, attention, il faudra bien le signaler à l'agence d'emploi.
Et puis, action à mener, une fois que je me suis posé ces 2 questions-là, qu'est-ce que je fais des réponses aux questions que je me suis posées? Qu'est-ce que je transmets à l'agence d'emploi pour qu'ensuite elle me trouve l'intérimaire qui va pouvoir venir dans mes locaux remplir la mission? Je transmets toutes les informations importantes à l'agence d'emploi pour qu'elle puisse recruter le bon intérimaire et établir les contrats correctement. Donc, en particulier, je lui dis si c'est un poste à risque particulier. Je lui dis, l'intérimaire, j'ai besoin qu'il soit formé avec telle formation et j'ai besoin qu'il ait une expérience de tant d'années. Je lui dis de quels équipements de protection individuelle l'intérimaire va devoir être doté et lesquels il va devoir utiliser pour faire sa mission en sécurité. Et puis, je lui signale, quand ça me concerne, si l'intérimaire risque d'être exposé à des agents CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, ou à des facteurs de risque professionnel, avant appelés facteurs de pénibilité. Pour transmettre ces informations, outils pratiques, sur le site Amélie, vous trouverez une fiche de liaison qui a été établie par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui reprend l'ensemble des caractéristiques de la mission et du poste qu'il est important que l'entreprise utilisatrice mentionne à l'agence d'emploi pour qu'elle puisse établir ses contrats, recruter le bon intérimaire avec la bonne formation, etc. Vous pouvez utiliser un autre modèle que cette fiche de liaison, mais disons que cette fiche de liaison, elle mérite de reprendre vraiment les éléments essentiels. Si vous n'êtes pas en mesure de remplir l'intégralité de cette fiche, c'est qu'à un moment donné, il va manquer des informations et ça peut être embêtant. L'entreprise de travail temporaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'appuyer sur les éléments que lui a transmis l'entreprise utilisatrice et elle va formaliser tout ça dans les contrats. On le voyait au tout début dans le schéma en triangle, c'est l'agence d'emploi, l'entreprise de travail temporaire qui établit les contrats de mission avec l'intérimaire et de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Et donc dans ces contrats, le Code du travail nous dit qu'il y a des éléments qui doivent forcément apparaître et notamment les éléments qui ont trait à la santé et la sécurité. Et dans ce contrat, il faut qu'il apparaisse les caractéristiques particulières du poste de travail, est-ce qu'il est à risque ou non, les équipements de protection individuelle qui devront être utilisés et le cas échéant, quand c'est des équipements de protection individuelle de base, c'est-à-dire casques et chaussures de sécurité, notamment s'ils sont fournis par l'entreprise de travail temporaire, il faudra que ce soit mentionné dès le contrat. Et puis on devra faire apparaître aussi dans ce contrat les facteurs de risque professionnel, pénibilité, auxquels peuvent être exposés les salariés intérimaires. Une fois qu'elle aura établi ses contrats, elle va ensuite s'assurer que le salarié qu'elle aura détecté comme étant le salarié qu'elle va envoyer en mission, il est à jour de son suivi de santé. Pourquoi? Parce que le suivi de santé des salariés intérimaires incombe à l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire, elle adhère à un service de prévention et de santé au travail qui est agréé pour recevoir les travailleurs intérimaires. Et ensuite, elle a à sa charge d'organiser les visites d'embauche, les visites périodiques quand il y en a le cas échéant et les visites de retour à l'emploi, par exemple. Elle transmet à son service de prévention et de santé au travail toutes les informations relatives à l'exposition des intérimaires aux agents CMR, là aussi. Donc ça, ça incombe à l'entreprise de travail temporaire. Je vois que j'ai quelques questions qui sont apparues, donc je vous propose qu'on fasse un tout petit temps de questions-réponses avant de passer à la phase où on accueille l'intérimaire dans l'entreprise. Et donc, la première question qui m'est posée, c'est y a-t-il une raison particulière qui explique une sinistralité des intérimaires 2 fois supérieure au CDI? Alors, il y a plusieurs causes possibles. Il n'y a pas de cause déterminée avec certitude, mais il y a plusieurs pistes de réflexion qui expliquent ça. Ce que je disais tout à l'heure, ils ont ce statut en fait permanent de nouvel embauché. Et ça, le nouvel embauché dans une entreprise, on sait que ça fait courir plus de risques aux salariés et qui sont un peu plus à risque que des salariés qui sont en poste depuis longtemps. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les salariés intérimaires, quand même souvent, ils sont employés sur des postes à risque plus que d'autres types de postes. On a évidemment des salariés intérimaires dans le tertiaire, mais c'est pas forcément la majorité des salariés intérimaires. Donc voilà, il y a plusieurs causes possibles. On n'a pas déterminé une cause en particulier, c'est un peu un ensemble.
On demande aussi si l'accord de branche étendu précise bien que casques et chaussures de sécurité sont à la charge de l'agence de travail temporaire, l'agence d'emploi. Alors oui, effectivement, l'accord de branche prévoit que certains équipements de protection individuelle de base, type casques et chaussures de sécurité, peuvent être mis à la disposition par l'agence d'emploi. Mais ça, je vais y revenir après. Et du coup, j'ai une question sur les analyses AT, mais ça, on va y revenir un tout petit peu après, donc je continue. Donc ça y est, on n'est plus en amont. On est enfin le jour où la mission, elle démarre et où on va accueillir l'intérimaire au sein de l'entreprise utilisatrice. Qu'est-ce qu'on fait du côté de l'entreprise utilisatrice ? Eh ben, quand il arrive, notre intérimaire, première chose, on va lui dispenser la formation pratique et appropriée à la sécurité. La formation pratique et appropriée à la sécurité, elle est prévue par le Code du travail, qui nous dit pas forcément exactement ce qu'il doit y avoir dedans, mais de manière assez classique. Il faut quand même faire apparaître les modes opératoires du poste, évidemment. Il faut bien que votre intérimaire il sache quelles sont les règles à respecter sur le poste de travail qu'il va occuper. Il faut qu'il connaisse les conditions de circulation dans l'entreprise. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même essentiel. N'oubliez pas que c'est des gens qui arrivent chez vous et qui ne connaissent pas votre entreprise. Il faut qu'ils connaissent les règles d'exécution du travail en général et puis qu'ils soient informés sur la conduite à tenir en cas d'accident. Qu'est-ce que je fais si je vois un salarié accidenté à côté ou si c'est moi qui suis accidenté. L'entreprise utilisatrice, elle va également organiser, dans l'hypothèse où le salarié intérimaire est affecté à un poste à risque particulier, une formation qu'on va appeler renforcée à la sécurité. Si votre salarié est occupé sur des postes à risque, vous devez remettre une couche en termes de formation. C'est-à-dire que vous donnez la formation pratique et appropriée, mais vous rajoutez une étape formation renforcée à la sécurité. Cette formation renforcée à la sécurité, c'est pareil. On n'a pas dans le Code du travail de choses qui doivent forcément être dedans. On peut penser notamment au fait que s'il y a des équipements de protection individuelle spécifiques, il faut que l'intérimaire sache les utiliser, sache les mettre, sache les enlever en sécurité, par exemple. Mais c'est pareil, ça va vraiment dépendre du poste de travail dans votre entreprise. N'oubliez pas, normalement, votre liste des postes à risque, vous l'avez faite en amont. Et comme de cette liste des postes à risque découle cette obligation de formation renforcée à la sécurité, normalement, on peut imaginer que cette formation vous l'ayez pensé en amont. Et vous devez notamment l'avoir pensé en amont puisque vous êtes censé soumettre son contenu et sa durée au CSE. Dernière chose sur la formation renforcée à la sécurité, parce qu'on a eu le cas et ça a été jugé, il y a des jurisprudences sur ce cas-là, elle doit être renouvelée à chaque nouvelle mission de l'intérimaire, quand bien même l'intérimaire, vous l'avez déjà reçu dans vos locaux et vous lui avez déjà dispensé une première fois la formation renforcée à la sécurité. Pour un intérimaire, chaque nouvelle mission, c'est une nouvelle embauche. Donc, cette obligation de formation, elle réapparaît à chaque fois. Si jamais l'entreprise utilisatrice manque à son obligation de formation renforcée à la sécurité, elle s'expose au fait que le salarié intérimaire, s'il a un accident, il pourra avoir une faute inexcusable qu'il n'aura pas à prouver. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'absence même de formation renforcée à la sécurité est constitutive d'une faute inexcusable de l'employeur. Donc vraiment, il y a une importance essentielle à la délivrance de cette formation renforcée à la sécurité. L'entreprise utilisatrice, dans tous les cas, quand elle accueille l'intérimaire, si c'est un intérimaire qui doit être habilité ou autorisé, notamment l'autorisation de conduite, c'est elle qui va délivrer l'habilitation et l'autorisation de conduite, comme pour son personnel. Donc, ça veut dire qu'elle doit s'assurer des qualifications du salarié intérimaire. Elle peut, si elle le souhaite et qu'elle l'estime utile, faire passer un test au salarié intérimaire pour être certain qu'il a bien les compétences qui vont bien pour conduire en sécurité ou pour réaliser par exemple des travaux sur des matériels électriques. Et une fois qu'elle a vérifié tout ça, à ce moment-là, elle délivre l'habilitation et les autorisations qui sont exigées par le Code du travail pour réaliser la mission. L'entreprise utilisatrice, elle a aussi de sa responsabilité la fourniture des équipements de protection individuelle.
Alors, ce point-là, la fourniture des équipements de protection individuelle, c'est vrai que souvent, un peu par raccourci, on pense au fait qu'elles sont fournies par l'agence d'emploi, parce que régulièrement, l'agence d'emploi fournit les chaussures de sécurité aux intérimaires, parce qu'elle les voit souvent et elle leur donne une paire de chaussures de sécurité. Pour autant, le Code du travail nous dit que la règle, c'est que c'est l'entreprise utilisatrice qui fournit les équipements de protection individuelle. Par dérogation, l'agence d'emploi peut fournir les chaussures de sécurité. Mais dans tous les cas, l'entreprise utilisatrice, quand le salarié arrivera chez elle, il faudra qu'elle vérifie que les équipements avec lesquels le salarié vient, les chaussures de sécurité par exemple, sont bien conformes à ce dont elle a besoin au sein de son entreprise. Il faudra aussi qu'elle s'assure qu'il les porte et il faudra qu'elle soit bien certaine que c'est les bons. Quand il s'agit d'équipements de protection individuelle plus techniques, type harnais protégeant contre les chutes de hauteur, à ce moment-là, il faut absolument que ce soit fourni par l'entreprise utilisatrice puisque c'est la plus à même de savoir quel type de harnais on met à disposition, par exemple. L'entreprise de travail temporaire, elle, on pourrait imaginer que quand la mission a démarré, finalement, ça y est, c'est plus de son ressort à elle. Elle a fait son embauche, elle a trouvé l'intérimaire qui allait bien, elle l'a envoyé en mission et que finalement, c'est plus trop ses affaires. Bon, pas tout à fait. L'entreprise de travail temporaire, ce qu'on va attendre d'elle à ce moment-là, c'est d'assurer un suivi de la mission. Et d'ailleurs, souvenez-vous, ça fait partie des objectifs de formation des salariés permanents. Normalement, ils ont été formés pour savoir faire ça. Donc, il faut qu'ils soient en mesure de suivre la mission, de se rapprocher de l'intérimaire pour être sûr que tout se passe bien, que tout est conforme à ce qu'on avait dit au départ. Elle peut se rapprocher aussi de l'entreprise utilisatrice pour voir si elle est satisfaite, si tout se passe bien et que l'intérimaire a les bonnes qualifications. Et s'il y a besoin, c'est à elle de prendre en charge, par exemple, de faire des avenants au contrat de travail, si on se rend compte qu'en fait, on va occuper l'intérimaire sur un autre type de poste, etc. Fin de la mission. Alors, si tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait se dire, puisque tout s'est bien passé, c'est bon, c'est tranquille, on n'en parle plus, et puis on passe à la mission d'après. L'idéal, c'est peut-être de ne pas se dire ça. En matière de prévention des risques professionnels, il y a toujours des enseignements à tirer. Toujours des enseignements à tirer, c'est-à-dire que c'est bien, dans tous les cas, que ça soit bien ou mal passé de réaliser un bilan de la mission. Les deux entreprises ensemble d'abord, c'est-à-dire que finalement, est-ce que tout s'est bien passé ? Est-ce que vous aviez la bonne personne ? Est-ce que la formation que vous m'aviez demandée, c'était celle que vous recherchiez ? Est-ce que vous vouliez quelqu'un de plus expérimenté, de moins expérimenté, peu importe, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait un échange entre les deux entreprises pour ajuster. A fortiori, on fait ça quand on est avec une agence d'emploi et une entreprise utilisatrice qui ont l'habitude de travailler ensemble. Parce que là, pour le coup, il y a des vrais enseignements à en tirer. L'entreprise de travail temporaire notamment, elle peut aussi réaliser un bilan de mission avec l'intérimaire. Dans la continuité du suivi de mission, elle fait un point avec lui. Savoir si ça s'est bien passé, si tout était conforme, s'il a eu le droit d'accéder aux installations sanitaires, par exemple, etc. Et dans l'hypothèse où ça se passe pas très bien, dans l'hypothèse où malheureusement il y a eu un accident pendant la mission, on va essayer de se mettre autour d'une table ensemble et faire une analyse conjointe de l'accident de travail. C'est pareil, normalement, l'agence d'emploi, son salarié permanent a été formé à l'analyse AT. Il est capable de le faire quand bien même c'est pas dans ses locaux. Donc, on essaie de faire en sorte de se mettre autour d'une table, de comprendre ce qui s'est passé pour que peut-être on puisse s'ajuster pour les demandes de personnel qui arriveraient plus tard. En conclusion, on a 3 acteurs. Donc, on a l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire, c'est l'employeur du salarié intérimaire tout au long de la mission, de la signature du contrat de mission jusqu'à la fin. C'est elle qui reste toujours l'employeur du salarié intérimaire. Elle a pour obligation d'assurer le suivi de santé du salarié intérimaire, c'est à sa charge, et elle doit être en capacité, ça c'est essentiel, de recueillir les éléments essentiels à connaître et qui intéressent la prévention des risques professionnels. L'entreprise utilisatrice, elle est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la mission. Donc, elle va délivrer les EPI, elle va assurer la formation, pratique et appropriée, et si besoin, formation renforcée à la sécurité. Elle a une liste des postes à risque qui est établie et qui est à jour, et elle va s'assurer que l'intérimaire respecte bien les consignes qui existent dans son entreprise.
Et puis, il y a ce troisième acteur dont on n'a pas encore parlé, le salarié intérimaire, mais il est là, c'est la troisième pointe de notre triangle. Le salarié intérimaire, lui, il effectue sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice. À ce titre-là, il doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice. Il n'a pas le droit de faire autrement que ce qui est marqué dans le règlement intérieur. D'où l'importance, là vous voyez aussi, de correctement l'accueillir, parce que quand on va l'accueillir, on va lui dire ce qu'il y a dans le règlement intérieur. Lui, il peut pas deviner quelles sont les règles dans l'entreprise, donc c'est important de prendre le temps de bien l'accueillir. Et puis, il faut pas oublier qu'il dispose des mêmes droits que les salariés permanents. Il a le droit aux mêmes conditions de sécurité, c'est-à-dire aux mêmes équipements de protection individuelle pour assurer sa sécurité. Et il a le droit aussi aux mêmes accès aux installations sanitaires, aux locaux de restauration, aux locaux de repos quand il y en a un, etc. Pour en savoir plus, avant de passer aux questions qui me sont arrivées, je vous invite à aller consulter sur notre site internet une brochure qui vient de paraître, qui s'appelle Santé et sécurité des intérimaires, qui est complémentaire avec la présentation que je viens de vous faire. Il y a des choses dans cette brochure que vous trouverez que je n'ai pas pu vous présenter pour des raisons de temps aujourd'hui. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle vient de sortir, donc elle est vraiment à jour de la réglementation actuellement. Alors, on m'a posé la question de l'analyse des accidents du travail. C'est la question que j'ai pas prise tout à l'heure. Donc, on me demande si les ETT peuvent être invités à la réalisation des analyses AT par les EU. Alors, justement, j'y ai peut-être un peu répondu du coup, mais effectivement, moi, j'encourage les EU à inviter les agences d'emploi à la réalisation des analyses d'accidents. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, si vous avez un contrat cadre qui régit vos rapports entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire, n'hésitez pas à parler de prévention dans ces contrats cadres. N'hésitez pas à évoquer justement le fait que les analyses AT, on les fait ensemble. Parce que c'est quand même important. Alors, on me demande si la formation peut être effectuée en e-learning en amont de la mission. Alors, si c'est la formation, j'imagine que c'est pour la question de la formation pratique et appropriée et ou formation renforcée à la sécurité. Alors, honnêtement, la formation renforcée à la sécurité en e-learning en amont de la mission, ça me semble un petit peu compliqué. Et j'ai même envie de dire que la formation pratique et appropriée, comme son nom l'indique, c'est une formation pratique et appropriée. Elle doit vraiment coller à quelque chose de réel dans l'entreprise. Et il faudrait pas que ce e-learning qu'on fait en amont de la mission, en fait, il vienne faire que on se pose plus la question de l'accueil le jour J de l'intérimaire. Autant pendant toute la présentation, en fait, j'ai essayé de vous démontrer l'importance d'anticiper l'accueil de l'intérimaire en matière de prévention des risques pro. Autant je pense que ça, sur la question de la formation de l'intérimaire et des informations qu'on va lui délivrer, j'ai tendance à penser qu'un e-learning fait sur un ordinateur, où finalement vous savez même pas trop si votre intérimaire il va être très concentré au moment où il va le faire, je suis pas sûre que ce soit la façon la plus appropriée de lui donner les informations. Pourquoi pas, mais pour moi ça remplacerait pas quand même un accueil sécurité efficient le jour J dans l'entreprise utilisatrice. Qu'est-ce que j'appelle renforcer dans l'accueil sécurité ? C'est ce que je vous disais. Alors en fait, donc dans l'hypothèse où votre salarié intérimaire il est affecté à un poste à risque particulier, l'entreprise utilisatrice doit organiser la formation renforcée à la sécurité. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de consigne sur ce qui doit être mis dans cette formation renforcée à la sécurité. C'est juste que, puisqu'on considère que le poste est à risque, alors logiquement, si le poste est à risque, on a mis en place des choses pour les limiter, ces risques-là. Et ce qu'on a mis en place, il faut le délivrer à l'intérimaire. Il faut qu'il ait les informations. Il faut qu'il sache comment on enfile un harnais qui permet d'éviter les chutes de hauteur, comment on le règle, comment on l'enlève pour pas le dérégler, etc. Mais je pourrais pas vous dire précisément ce qu'il y a derrière renforcer. C'est juste que cette formation-là, elle vient en complément. Elle doit venir répondre en fait, au risque particulier qui a été identifié. Alors, on me demande si l'intérimaire a un accident du travail bénin, si on doit le noter dans le registre des accidents bénins. J'en profite pour revenir du coup sur l'accident de travail. On a encore quelques minutes parce que j'en ai pas parlé plus que ça dans ce webinaire, mais c'est quand même un sujet important. L'accident de travail des intérimaires, en fait, ça génère l'établissement de deux
CERFA, de déclaration. En fait, quand un intérimaire a un accident de travail, l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a eu cet accident va établir ce qu'on appelle une information préalable à la déclaration d'accident de travail. C'est un CERFA qu'on trouve sur Amélie et qui reprend plus ou moins les mêmes choses que la déclaration d'accident de travail comme information qui décrit ce qui s'est passé. Et cette information préalable, l'entreprise utilisatrice l'envoie à l'agence d'emploi pour qu'elle puisse établir sa déclaration et à la CARSAT parce que les informations préalables sont adressées au CARSAT. Suite à ça, l'entreprise de travail temporaire, l'agence d'emploi, elle, dans les 48 heures, comme pour les règles classiques, elle fait sa déclaration d'accident du travail qu'elle envoie à la CPAM dont relève le salarié. Les intérimaires, les accidents des intérimaires ne peuvent pas apparaître sur le registre des accidents bénins, ou du moins le registre des accidents bénins qui permet parfois d'éviter la réalisation d'une déclaration d'accident cette possibilité n'est pas ouverte pour les intérimaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut leur refuser l'accès à l'infirmerie. Si vous avez une infirmerie, une infirmière qui s'occupe de ce registre, elle peut tout à fait lui prodiguer des soins s'il est accidenté, lui mettre un pansement s'il s'est coupé, etc. Mais par contre, vous ne pourrez pas vous exonérer si vous êtes entreprise utilisatrice de l'information préalable et si vous êtes l'entreprise de travail temporaire de la déclaration d'accident du travail. On me demande le temps de formation en amont de la mission. Sur quel temps de travail est rémunéré comment Alors, le temps de formation en amont de la mission. En fait, votre salarié intérimaire, s'il est formé par l'agence d'emploi, c'est l'agence d'emploi qui va le rémunérer le temps de sa formation. Si la formation... en général, ça va être de la charge de l'entreprise de travail temporaire puisque la mission n'a pas encore démarré. On me demande si le calcul du taux de fréquence et du taux de gravité de l'entreprise utilisatrice doit prendre en compte les données liées au personnel intérimaire, nombre tâté et nombre d'heures travaillées. Alors, il n'y a pas les taux de fréquence et les taux de gravité, il n'y a pas de règles spécifiques sur la façon dont on les calcule. Les entreprises, elles peuvent, si elles le souhaitent, faire apparaître les accidents du travail des salariés intérimaires ou ne pas les faire apparaître. Personne, a priori, ne pourra leur en faire le reproche. On pourrait imaginer qu'une inspection du travail demande à ce que ce calcul soit fait pour information, mais en tout cas, il n'y a pas de texte dans le Code du travail qui nous dit le taux de fréquence se calcule comme ça et le taux de gravité se calcule comme ça. Ceci étant, j'en profite, depuis le 1er janvier 2024, les accidents du travail des salariés intérimaires vont apparaître systématiquement sur les relevés de compte employeurs des entreprises utilisatrices pour 50% des montants. Auparavant, en fait, les entreprises utilisatrices ne se voyaient imputer les conséquences des accidents du travail des intérimaires que quand c'était des accidents graves qui occasionnaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 10%, ou évidemment quand il y avait un décès. Et dans ces cas-là, elles payaient, entre guillemets, sur leur relevé de compte employeur, un tiers du montant. Depuis le 1er janvier 2024, tous les accidents du travail des salariés intérimaires, quelle que soit leur gravité et leur durée, apparaissent pour 50% sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice et pour 50% sur le compte employeur de l'agence d'emploi. Donc, si vous voulez suivre, tout ça pour dire que si vous voulez suivre un peu les stats dans votre entreprise de la sinistralité des intérimaires que vous occupez, vous allez pouvoir, grâce à ces nouvelles modalités de tarification, je pense, faire des extractions via vos comptes Net Entreprise pour voir un petit peu la quantité d'accidents que vous avez de vos intérimaires, la gravité des accidents, etc. Donc, je pense que vous allez pouvoir aussi prendre ça en compte et utiliser ça, on va dire, pour suivre les accidents des intérimaires. Ah, on me dit équipements de protection individuelle, qui les fournit ? Les équipements de protection individuelle, on en a parlé tout à l'heure, donc je le rappelle parce que c'est important. Les équipements de protection individuelle, le Code du travail nous dit c'est l'entreprise utilisatrice. L'accord de branche de 2017 nous dit pour les équipements simples type casque et chaussures de sécurité, ça peut être l'agence d'emploi. Voilà, la grande règle, c'est l'entreprise utilisatrice. Exception pour les chaussures de sécurité, les casques,
agence d'emploi. En tout cas, retenez jamais évidemment à la charge de l'intérimaire. Tant pis, même si vous employez un intérimaire uniquement une journée, s'il faut lui fournir des gants anti-coupure par exemple, ou un harnais, et ben vous lui fournissez des gants anti-coupure et un harnais même pour une journée. En tout cas, si des questions subsistent ou si à l'issue du webinaire vous posez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Vous aurez peut-être un petit bandeau qui vous dit quelque part comment y aller, mais en tout cas, vous pouvez nous poser toutes vos questions via le site internet et des experts des sujets divers et variés se chargent de vous répondre. Moi, je suis ravie du webinaire. Vous étiez a priori plus de 1000 participants, ce qui est très bien. Et je remercie l'équipe de modérateurs qui s'est chargée de vous répondre pendant ce webinaire. Je remercie tous les organisateurs. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses.